Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très ravis encore une fois de vous retrouver pour les après-midi de la tech. Notre série de panels qui date de 9 mois, c'est vraiment le temps qu'a mis cette série pour en arriver là avec différents acteurs que nous recevons au fil des après-midi du mercredi. Cet après-midi, nous sommes le mercredi 17 février 2021 et nous sommes très honorés encore une fois de réunir tout ce beau monde autour de nous. Et comme j'ai plaisir à le rappeler régulièrement, ça fait en même temps un gros stress les mercredis parce que je sais que nous avons rendez-vous tous ensemble en ligne, donc sur Internet. C'est vrai que ce n'est pas un rendez-vous physique, mais peut-être que c'est tout l'enjeu, effectivement. Ça nous permet, quelle que soit notre situation géographique dans le monde, de nous connecter le moment venu pour échanger sur une problématique intéressante. Aujourd'hui, nous allons parler de santé digitale. S'il y a un secteur dont on parle de plus en plus, évidemment, avec ce coronavirus, c'est la santé numérique, à côté, bien sûr, du téléenseignement, du télétravail, bref, de tous ces mots qui se précèdent de télé. Télé pour dire la distance, et on sait très bien que dans ce monde de plus en plus affecté par le coronavirus, c'est mis en avant, c'est un plaidoyer de tout le monde qu'on doit basculer intégralement dans le digital. Et on se félicite d'ailleurs dernièrement qu'il y ait eu une lettre circulaire au Sénégal pour demander à ce que l'on bascule dans le télétravail, même si bien sûr il y a quelques réajustements à faire. C'est également le cas de notre santé numérique. Au Sénégal, la France est très en avance là-dessus, d'où l'invitation que nous avons dédiée, que nous avons faite à Marc Solaire, qui nous rejoint, qui est chirurgien, mais également à Gildas Vieira Gildas, qui est également avec nous en ligne de France pour voir ensemble comment est-ce que la France a pu faire les performances qu'on reconnaît aujourd'hui à l'Hexagone. Évidemment, on partira du Sénégal pour voir aussi avec Ibrahima Khalouladia comment ça se présente, d'autant plus que le Sénégal a adopté dernièrement sa stratégie santé numérique. Ibrahima reviendra un peu sur les années. Je pense que c'est pour quelques années. En tout cas, il y reviendra. Nous avons également El Hadj Babacar Fall. El Hadj Babacar Fall, nous l'avons déjà reçu précédemment dans les après-midi de la tech. C'est l'un de ces brillants fils du Sénégal, basé à l'étranger, basé aux États-Unis aujourd'hui, mais qui fait des choses importantes dans la santé, dans l'informatique de la santé. Il nous dira ce que c'est, mais on sait très bien qu'on ne peut pas parler de la santé digitale, de la santé tout court, sans la presse, sans les journalistes. C'est le monde auquel moi, j'appartiens en premier. Et j'en profite pour saluer la présence parmi nous de Khadijatou Sakho, qui est la secrétaire générale de l'Association des journalistes spécialisés en santé au Sénégal, santé et développement. Mais on sait évidemment que l'un des aspects les plus importants quand on parle de santé, c'est d'abord nos données. Et les données sont protégées, garanties au Sénégal par la Commission de protection des données personnelles, dont le directeur en charge du contentieux et des affaires juridiques est avec nous cet après-midi. Mohamed Diop, on le salue. Je salue tout le monde et je souhaite la bienvenue à tout le monde également, évidemment. Pour démarrer une rapide présentation, je vais démarrer par Marc Solaire, mais vraiment en quelques secondes, Marc. Je sais que vous êtes l'un des premiers acteurs à parler de santé numérique en France. En plus d'en parler, vous l'avez pratiqué, cette santé numérique. Une rapide présentation, Marc, en dehors du fait que vous êtes d'abord chirurgien. Oui, d'abord, je salue tout le monde. Je suis très heureux de participer à ce panel. Bienvenue. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la santé connectée il y a 5-6 ans et pour directement mettre en place les choses. Moi, je suis quelqu'un du terrain, je suis chirurgien et donc il y a 5 ans en France, sur le terrain, dans le domaine de la médecine, en e-santé, il n'y avait rien. Depuis cette époque-là, chaque année, on dit ça y est, c'est cette année la grande année de la santé connectée, mais les choses sont quand même difficiles à se mettre en place. Alors, pendant ce débat, j'aurai l'occasion de vous dire un petit peu ce qui commence à se mettre en place, vers où on peut aller. Mais contrairement à ce que tu disais, Ousmane, et c'était gentil de dire qu'en France, on était peut-être en avance, ce n'est pas sûr. Donc, je suis sûr qu'au cours de cet entretien, vous allez aussi m'en apprendre beaucoup. Voilà, Ousmane. On espère. Merci beaucoup
Après Marc Solaire en France, Mohamed Diop au Sénégal. Mohamed, rapidement, ce que vous faites au niveau de la CDP, une présentation, juste une présentation. On Bonjour à reviendra un tous. peu dans le vif du sujet, Mohamed. Allez-y. Tout à fait. Bonjour à tous. Je salue les autres participants. Mohamed Diop, directeur des affaires juridiques, du contentieux et de la conformité de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal. Merci. Merci Mohamed. Vous remplacez à ce poste docteur ou professeur Mamoudou Niane, c'est bien cela? Oui, qui est le secrétaire permanent de la CDP. Oui, qui devient secrétaire permanent de la CDP. Évidemment, Mamoudou Niane, qui est un habitué de nos débats et de nos discussions au Sénégal, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Docteur Ibrahima Khaliloula, une rapide présentation. Merci Ousmane. Donc, je m'appelle Ibrahima Khaliloula. J'ai un background de géographe de la santé. Donc, je coordonne la cellule qui s'occupe de la santé numérique, de la carte sanitaire et de l'observatoire de la santé. Donc, c'est le service qui, en tout cas, s'occupe de la transformation digitale du système de santé. Donc, c'est un service qui est attaché au secrétariat général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci. Merci beaucoup, docteur spécialisé en géographie de la santé. Après Ibrahima, Marc et Mohamed, la parole à présent à Babacar. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a pu finalement déclencher sa vidéo. Babacar, bienvenue encore une fois. J'ai rappelé que vous nous avez déjà fait l'honneur de prendre part à cette série de panels en ligne. Une rapide présentation. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde au niveau de la panel. Je te remercie pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité de discuter sur des choses qui me passionnent. Donc, moi, c'est avec Patient Pro, une aventure qui a démarré en 2002 aux États-Unis, Oui. où on a développé un système d'information médicale qu'on a, comment dirais-je, commercialisé aux États-Unis et qu'on a commencé à amener au Sénégal en 2014. Et c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de hauts et bas, mais néanmoins, on voit que quand même l'effort est en train de porter fruit. Merci beaucoup, Babacar. Je place encore une fois un autre remerciement parce que je sais qu'avec le décollage horaire, ce n'est pas très évident. Vous êtes basé à Los Angeles, en Amérique. Je vois qu'il est 7h15 chez vous. Je n'ose pas trop m'aventurer en disant que vous venez juste de vous réveiller, mais on n'est pas très loin un peu de votre réveil au pays de l'oncle Sam. Encore une fois, bienvenue. Après vous, Khadijatou Sakho, est-ce qu'elle nous entend? Khadijatou Sakho. Oui, bonjour Soumane. Bonjour Khadijatou, soyez la bienvenue. Une rapide présentation. Je vais vous devancer un peu dans la présentation en rappelant que vous êtes d'abord journaliste à l'APS. La suite, c'est quoi? Bon, je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Je pense que c'est ma première casquette. Je suis également spécialisée des questions de santé et je suis la secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé, population et développement, qui existe au Sénégal depuis 1989, mais que nous avons eu à redynamiser et à réorienter, à installer des cellules régionales depuis 2006, que nous avons eu à piloter un peu cette association pour un peu la remettre sur les rails. Merci. Merci Khadijatou. Bravo, bravo. Nos associations demandent évidemment à être redynamisées et en premier, la nôtre aussi, l'association des journalistes de la presse spécialisée, des journalistes en TIC. Pour démarrer donc cette session qui est très importante pour nous, évidemment, parce qu'on parle d'abord de notre santé, mais qu'il faut juste moderniser à l'heure du digital. Je commence par Ibrahima Khaliloula. Ibrahima, rapidement aujourd'hui, vous en êtes où dans cette digitalisation de notre santé? Merci Soumane. Donc, je voudrais remercier en tout cas les collègues avec qui je partage cette réunion.
saluer Mohamed et le féliciter. J'ai l'impression qu'il a une promotion et lui souhaiter aussi bonne chance. En tout cas, c'est pour moi une occasion d'apprendre aussi, d'apprendre de ces grands experts. Je ne connaissais pas Marc Soler, mais je sais que c'est un expert. Babacar, je le connais déjà. Donc, c'est une occasion aussi pour nous d'apprendre. Alors, la santé digitale a commencé bien avant la création de la cellule. Parce que le département a été créé en fin 2016. Oui. Mais avant, il y avait une unité télémédecine et il y avait beaucoup d'initiatives qui existaient. C'est en 2016 que le ministre a décidé de regrouper tout ça dans un seul service. Voilà, histoire aussi de pouvoir quand même accélérer la transformation. Donc, depuis lors, nous avons pu quand même stabiliser une vision. On a une vision claire de ce que nous voulons faire. Oui. Avec le plan stratégique santé digitale 2018-2023. Après la vision, nous avons élaboré les projets numériques prioritaires, qui sont au nombre de 6, dont 2 sont encore hyper prioritaires, à savoir le dossier patient et la télémédecine. Donc, ces projets numériques ont été évalués par le ministère de l'économie et du plan, et ils ont jugé ces projets comme étant des projets rentables, donc qui sont des projets aptes à être financés par le gouvernement du Sénégal. Donc, ce qui nous a vraiment réconforté par cet accompagnement du ministère de l'économie et du plan. Actuellement, nous travaillons pour maintenant parler de système. Oui. Système informatique, système d'information. Nous sommes maintenant à ce niveau-là. Alors, l'élaboration des cahiers de charges, la standardisation des documents des malades, parce qu'il y a rien que pour par exemple, le bulletin de sortie, c'est plusieurs types en fonction des hôpitaux. Rien que pour le bulletin d'analyse, c'est plusieurs formats. Donc, tout ça, nous sommes en train d'harmoniser pour avoir un seul format. Et ensuite, maintenant, finaliser les cahiers de charges avant de s'attaquer au premier projet, qui est le dossier patient et les services numériques socles qui tournent autour de ce dossier patient. Ce sera des API sur les ressources humaines, oui. des API sur les médicaments, etc. L'autre aspect sur lequel je voudrais terminer, oui. c'est enfin, on a une volonté politique forte. Enfin. Parce qu'au début, ce n'était pas facile. Oui. À chaque fois, il y avait arbitrage. Voilà, nous étions perdants parce que c'était le numérique, ce n'était pas très bien connu. Bon, la COVID a certes aidé, il faut aussi le reconnaître. Maintenant, nous avons le chef de l'État qui lui-même porte ça, demande que ça aille vite. Nous avons également notre ministre qui demande ça. Et nous avons inscrit déjà, en tout cas, un budget important dans un document qui sera bientôt transmis au chef de l'État. Et ce budget-là, quand même, nous permettra enfin de mettre les piliers, d'acquérir les équipements, de développer les applications, en tout cas de mettre la réglementation, toute la réglementation pour que les véhicules, je veux dire les applications puissent rouler correctement. Donc voilà un peu là où nous en sommes pour l'instant. Merci, merci beaucoup, docteur. Avant de passer la parole à El Hadj Babacar Fall, une autre question avec vous. Concrètement, on n'attend pas, bien sûr, la mise en place définitive de cette stratégie pour faire des résultats. Déjà, le Sénégal est en quelque sorte dans la santé numérique. Qu'est-ce qui a été réalisé au Sénégal et en rapport avec ce domaine, mais vraiment rapidement? Alors, actuellement, nous avons déjà 2 projets qui sont en cours. Nous avons un projet de télérétinopathie diabétique. Vous savez, les diabétiques développent une complication au niveau de la rétine. Et on a beaucoup de problèmes. Les malades ont des problèmes pour se faire diagnostiquer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ophtalmos. Donc, ce projet-là a démarré. Et récemment, on a fait le bilan. C'est très encourageant. On a acquis des rétinographes mobiles qu'on a mis dans des CDH. Ce sont les centres où on gère les malades diabétiques. Et on est en train de faire du très bon travail dans ce domaine-là. L'autre projet qui a déjà démarré aussi dans le nord, à Matam. Alors, pour l'instant, on a connecté un poste de santé à un hôpital. Aujourd'hui, si le poste de santé veut évacuer une femme enceinte ou un patient, automatiquement, l'infirmière renseigne le formulaire dans son ordinateur. Automatiquement,
le médecin gynéco qui attend à l'hôpital est informé par SMS et il peut avoir dans sa boîte déjà le tableau clinique du patient en attendant que le malade soit évacué. Donc, il y a ces deux projets que nous portons. Mais il y a beaucoup d'autres, rien que Babacar ici présent et au niveau de l'hôpital militaire de Ouakam, qui a été un hôpital pour l'instant très bien digitalisé. Hein? Très bien digitalisé. Je pense que c'est un excellent exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre les autres, mettre la réglementation, avoir les moyens pour que les données soient bien hébergées, pour que le privé puisse également monétiser son talent, tu vois, pour que également les soins puissent être plus accessibles grâce à la télémédecine. Oui, l'informatisation du dossier patient aussi, on y est, non? Je suis, pour vous dire vrai, si tu es intéressé par mon poste, tu te prépares. Parce que je dois produire le dossier patient électronique avant la fin de l'année. Si je ne le fais pas, tu peux venir me remplacer. Ah bon? Ah d'accord. Oui, donc, il y a des avancées un peu. Oui, il y a des avancées, hein, parce qu'on va bientôt, en tout cas, choisir une start-up, une société, pour au moins cette plateforme logicielle dossier patient. Il va rester maintenant la plateforme SIH, il va rester la plateforme de management. Mais pour le dossier patient, Inch'Allah, si tout se passe bien, avant la fin de l'année, il y aura des patients qui vont commencer à avoir le dossier patient sur lequel on pourra écrire, pas seulement consulter, comme dans les grands pays qui ont des systèmes déjà forts, finalement, qui sont obligés d'accepter d'avoir des dossiers patients de consultation. Voilà. Voilà, je vois un peu la réaction de Marc. Merci Ibrahima. Marc aura la parole un peu après El Hadj Babacar Fall. El Hadj, alors, on a écouté Ibrahima, qui est le patron, le monsieur digital, hein, du ministère de la Santé du Sénégal. Babacar Fall, vous êtes dans l'informatique de la santé. Actuellement, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de ce qui est déjà fait? Et puis, selon vous, quels sont les axes prioritaires de cette digitalisation? Bon, satisfait ou pas, je veux dire que comme je suis un acteur et que je comprends un peu les problématiques que rencontre M. Dia, et donc je compatis plus ou moins, hein, parce que je vois que le projet du dossier patient, ça fait plus de 5 ans et que c'est vraiment très difficile à piloter. Et selon moi, les raisons, c'est un peu systémique, parce qu'au niveau du ministère, on a plusieurs démembrements et des fois, il y a un peu un croisement des objectifs ou bien des activités qui font que soit la coordination n'est pas très bonne ou bien le message n'est pas très clair, c'est-à-dire en termes de leadership. Mais toujours est-il que, bon, étant membre du secteur, nous sommes là, nous attendons un peu que ça bouge. Mais ça a bougé, hein, ça c'est sûr, mais que ça bouge de façon un peu plus définitive, quoi. Maintenant, par rapport au secteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je me dis, quand on a un logiciel qu'on veut vendre, par exemple, à une clinique, à un hôpital, la première des choses, c'est de pouvoir codifier l'information. Parce que c'est une information médicale, c'est des patients, des diagnostics, c'est des actes qui sont posés et il y a des analyses, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est important qu'on puisse les codifier. Et ce qui manque au Sénégal, c'est d'avoir un système, un référencement référentiel national qui fait en sorte que quand on va, par exemple, dans une clinique, la liste des médicaments est déjà codifiée. On n'a pas besoin d'avoir une codification, disons, locale par rapport à cette clinique ou bien par rapport à un hôpital. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Et je pense que là, le ministère a un rôle très, très, très important. C'est de faire en sorte que, ça, c'est le balisage. C'est-à-dire que vous déployez votre système, les systèmes communiquent avec des codes. Il faut que ce système de code soit déjà établi. Et ça, au Sénégal, je pense qu'on a quand même un certain retard qu'il faudrait quand même essayer de combler. Maintenant,
l'autre élément que je trouve qui manque, c'est soit d'avoir une cellule d'information et de promotion de la santé digitale. Je comprends très bien le rôle de M. Khaliladia, qui est vraiment un rôle de pouvoir guider le projet et puis d'aller amener les infrastructures, d'amener les structures aussi qui vont pouvoir porter le projet. Mais dans le secteur, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, comment est-ce qu'un médecin qui a un cabinet, qui veut, comment dirais-je, s'informatiser, comment il va faire? Quelles sont les dispositions qui sont disponibles au niveau du ministère que ce médecin peut utiliser en disant, bon, tiens, comment est-ce que je peux faire? Quelles sont les options qui me sont offertes? Et je pense que là, il y a un effort colossal qu'il faut faire. C'est-à-dire préparer les gens qui sont dans le secteur à cette digitalisation. Parce que même si on prend une structure et puis qu'on a tout le système, le déployer, il y a toute une résistance au changement. Il y en a qui ont certaines habitudes de travail ou bien aussi qui ont certaines pratiques de travail qui fait qu'ils sont très réfractaires à une digitalisation. Donc, je pense que c'est important que la cellule soit là pour permettre à ceux qui veulent s'informatiser d'avoir des guides, d'avoir des éléments de référence, mais aussi que ça soit aussi un outil de promotion des structures locales. C'est-à-dire de leur dire, par exemple, voilà, on a telle ou telle compagnie, on a testé leurs produits, on sait que ce qu'ils vont vous donner, c'est quelque chose qui va marcher. Ça, je pense que c'est assez important pour pouvoir porter le projet, parce que c'est d'abord institutionnel, mais c'est également c'est au niveau de la base, c'est au niveau des acteurs. Donc, ça, c'est l'outil, je pense, par excellence pour pouvoir communiquer avec cette base qui va s'informer des options et aussi quel est l'avantage ou bien quels sont les avantages que vont procurer, disons, cette informatisation, quoi. Merci. Merci beaucoup, Elhaj Babacar Fall. On a bien noté, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes très gentil avec Ibrahima. Sûrement, ça doit être lié un peu, disons, à la matinée, parce que souvent, le matin, quand on vient de se réveiller, on est plus gentil. Hein? Heureusement qu'Ibrahima Khaliladia a eu beaucoup de chance, mais bon, évidemment, Ibrahima répondra un peu plus tard à toutes ces questions, parce que, naturellement, elles nous semblent importante. Je viens vers vous, Marc Soler, mais avant, je passe par ma consoeur Khadijatou Sakho de l'APS, qui est en même temps secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé. Khadijatou, cette santé numérique, moi qui suis dans la presse, je ne sens pas trop de compte rendu côté santé numérique dans la presse. Est-ce que vous-même, vous êtes à la page en tant qu'association? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Je vous titille un peu, Khadijatou. Merci beaucoup, Ousmane. Je pense que nous sommes comme toi, parce que je dirais que c'est un peu la santé numérique qui n'est pas encore très développée au Sénégal. C'est vrai que c'est un créneau à exploiter, mais je suis heureux d'entendre M. Dia dire que d'ici la fin de l'année, nous aurons le dossier pour patients. Je pense que en tant que pays en développement, nous avons tout à gagner dans la santé numérique. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'opportunités que nous offre cette santé numérique et que nous, en tant que pays en développement, nous devons saisir pour régler nos problèmes de santé d'abord, parce que c'est un créneau qui peut démocratiser les soins, qui peut vraiment apporter du neuf aux populations, notamment dans l'accès aux soins, dans l'accès aux soins spécialisés. Nous pouvons gagner en temps et en argent en ayant cette santé numérique pour notre pays, à mon avis. Oui, mais comment faire de sorte que on puisse avoir cette santé digitale déjà présente dans la presse? Parce que, comme je vous dis, malheureusement, au Sénégal, on préfère toujours titrer, par exemple, sur un tel député, sur un tel ministre. On aime beaucoup parler politique, alors que le plus important, c'est notre santé. Comment inverser la tendance et sensibiliser un peu les patrons de presse à mettre en avant également des sujets qui touchent d'abord à notre santé, notamment au digital, au numérique? Bon, je pense que pour le numérique, il y a des efforts qui sont faits pour le numérique en général. Pour la santé également, nous, en tant qu'association, on a eu à former, on a des membres pratiquement dans toutes les rédactions
on a eu à former les journalistes sur cette question, pour leur faire comprendre que la santé est importante, elle est primordiale pour le développement d'un pays. Mais pour le digital, je pense que nous suivons. Mais comme l'a dit tantôt le panéliste du ministère de la Santé, Ibrahima, il y a des efforts qui sont faits, Ibrahima. Il y a le plan stratégique digital que nous suivons. Mais comme il a dit, on est encore en attente. Peut-être que nous sommes en train de suivre ce que fait le ministère, mais nous notons également qu'il y a une volonté de faire. Peut-être c'est les moyens qui ne suivent pas encore, ou bien c'est la chose qui n'est pas facile à avoir, à installer. Mais je pense que les journalistes également devraient pouvoir fouiner, voir où est-ce que ça bloque pour essayer de décanter les choses. Je pense que nous avons également un rôle à jouer dans cela. Oui. Si nous, en fait, comment dirais-je, si nous, en tant que journalistes, on se remet dans l'exercice de nos métiers, on doit aller fouiller. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi la santé digitale n'est pas traitée dans les médias? Mais c'est l'objectif de ce panel, c'est l'objectif du panel, justement. Pourquoi la santé digitale ne marche pas au Sénégal? Peut-être le ministère n'est pas encore prêt, peut-être il est en chemin, peut-être également nous, en tant que journalistes, on n'est pas allé voir. Mais pour l'objectif de santé digitale au Sénégal, je pense que nous devons tous nous y mettre parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un pays qui n'avons pas assez de moyens pour faire face à nos santé. Nous devons tous nous mettre pour un gain de temps et d'argent parce que la santé digitale offre des opportunités qu'actuellement notre système de santé ne peut pas nous offrir. Je pense que la santé digitale peut combler toutes les lacunes que nous avons actuellement dans le domaine de la santé. Merci beaucoup Khadijatou. Je vois que Khadijatou est très offensive. Mais Ibrahima, pour taquiner un peu, si Khadijatou ne vous connaît pas, c'est que l'association n'est pas carrément digitalisée. Mais merci Khadijatou. Alors, Marc Soler, je vous vois prendre beaucoup de notes. Je vous remercie encore une fois pour avoir accepté d'être des nôtres cet après-midi. Vous êtes dans votre cabinet et vous vous arrangez quand même pour nous parler. C'est déjà très louable comme effort. Marc Soler, vous êtes basé en France, l'un des premiers à avoir mis le doigt dans la santé numérique en France. Quelles sont les performances chez vous? Vous n'êtes pas très enthousiaste, je le vois bien, mais vous avez peut-être fait quelques efforts chez vous. C'est quoi? Oui. Alors d'abord, encore une fois, je salue tout le panel. Je suis très heureux de parler en dernier parce qu'en fait, finalement… non, vous ne parlez pas en dernier. Hein, vous ne parlez pas en dernier. Ah, presque. Ah, d'accord, je ne suis pas le dernier. Mais je dirais que presque tout a été dit. Alors, je vais justement pouvoir vous apporter par rapport à tout ce que les panélistes ont dit, en fait, et que des choses extrêmement intéressantes, les interrogations, les problèmes, etc., que nous avons vécus. Alors… moi, je dirais qu'effectivement, il y a des paroles qui m'ont marqué. Je suis désolé, je risque d'écorcher un petit peu les noms de nos amis. Non, mais j'ai entendu parler de démocratie des soins. J'ai entendu parler de gagner de l'argent, gagner du temps, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais justement, l'enjeu de la santé connectée, pour moi, l'un des avantages de la santé connectée, c'est que ça va faire gagner du temps, ça va faire gagner de l'argent. Oui. Alors en France, la santé connectée, on parle du dossier, plusieurs intervenants ont parlé du dossier médical. Alors il s'appelle en France le dossier médical partagé. C'est l'une des clés de voûte de la santé connectée. Il n'y a pas d'organisation numérique de la santé s'il n'y a pas un dossier patient. Mais savez-vous, chers amis, depuis combien de temps on travaille sur le dossier patient en France ? On y travaille depuis 20 ans sur le dossier numérique, depuis 20 ans. Et vous savez combien a coûté un dossier médical qui n'est pas encore parfait? Il a coûté plus d'1 milliard d'euros en France. Wow. Voilà, plus d'1 milliard d'euros pour un produit qui est fait, qui est presque fini, mais qu'on ne sait pas encore utiliser parce qu'il faut maintenant que les médecins, que les acteurs, les patients et les médecins l'abondent. Et c'est pas si simple. Donc, quand je vois que vous travaillez, vous, depuis 5 ou 6 années sur le dossier médical et que, vous êtes fébrile sur la question, ça fait 20 ans qu'on travaille nous dessus. Bon, maintenant, il est un petit peu, je dirais, on est à quelques années de la réussite, mais c'est pas encore tout de suite.
Le deuxième pilier de la santé connectée, à part le dossier médical partagé, tous les grands spécialistes, les data scientists vous diront on ne peut pas faire d'intelligence artificielle en médecine, on ne peut pas avancer si on n'a pas les data bien ordonnées alors que certains appelaient le big data, mais c'est un très mauvais terme, les smart data du dossier médical partagé. Ça, c'est ce que disait notre ami tout à l'heure sur la nécessité de baliser, d'ordonner, baliser des informations, coder les informations, etc. C'est exactement ça. Alors, le deuxième pilier, c'est la dématérialisation des données. Tout azimut. Bon, là, ça marche bien. Alors là, je vais vous dire, en France, ça marche bien. Moi, dans mon petit cabinet, j'opère le lundi. À la fin de chaque intervention, je fais mon compte-rendu opératoire, je fais ma lettre de sortie. Tout ça, c'est immédiatement fait, dématérialisé, envoyé dans les systèmes d'information médicale, oui, chez le médecin, chez le patient éventuellement. Donc ça marche bien. C'est-à-dire qu'on a des startups qui ont beaucoup travaillé et qui nous donnent des produits, encore une fois, qui sont pas très coûteux, puisque le numérique, il faut dire que ça tout est relatif. Ce qui est coûteux, c'est de mettre en place les structures, mais une fois que les structures sont en place, ça fait gagner de l'argent. Donc ce qui marche bien en France, c'est la dématérialisation des documents. Le dossier médical partagé, on va y arriver. Que vous dire? Alors en France, on a quand même un avantage parce que au niveau de l'administration, c'est le pays de la loi Kouchner où déjà une sorte de démocratie médicale. Le patient est au cœur de la problématique, oui, et il est libre d'accepter ou de pas accepter ce qu'il veut dans le domaine de la santé. Et on est aussi les lois les rois aussi de la fameuse loi CNIL qui, oui, date des années 70. Alors, avec la loi Kouchner, la loi CNIL, les données de ce qu'on appelle la RGPD, c'est-à-dire exactement ce que disait l'un de nos amis sur la traçabilité, oui, des données. Bon, ça c'est à peu près en ordre. On a des systèmes d'information qui sont assez performants à l'hôpital, dans les cliniques. Mais ce qui manque encore beaucoup chez nous, et c'est peut-être là où il faudrait, je crois, chez vous, directement passer à l'interopérabilité entre les systèmes d'information. Oui, oui. Moi, j'ai un dossier expert à mon cabinet qui ne parle pas avec le dossier expert de la clinique, qui ne parle pas avec le dossier médical partagé. Donc, il faudrait, quand on met des choses en place, il faudrait faire une sorte moi j'appelais ça le dossier médical universel. Il faudrait que, alors qu'en France, on a le dossier médical informatisé du cabinet, comme je le disais, le dossier médical de la clinique et le fameux dossier médical géré par la Caisse nationale d'assurance maladie qu'on appelle le DMP. Bon, tout ça n'est pas encore bien coordonné. Bon, sur le plan concret, moi, je peux vous donner quelques éléments de ce qui marche bien. Oui. La grande victoire de ces 2 dernières années, c'est la prise de rendez-vous par Internet. Ça, c'est la grande victoire. Les patients qui ont accès directement à la prise de rendez-vous. Donc, ça permet, ce qui est en train de se mettre en route et ce qui a été boosté par le Covid, c'est les téléconsultations. J'ai été le premier spécialiste français à faire premier spécialiste en tant que chirurgien, puisque c'est, oui, à faire de la téléconsultation, et c'était en janvier 2019. Voilà. Depuis, les choses ont bien progressé. Donc, à côté de la téléconsultation, il y a tout ce qui est communication entre médecins, donc ce qu'on appelle la téléexpertise. Je suis au cabinet j'ai un patient à mon cabinet, il me pose un problème, je vais avoir accès aux nouvelles technologies pour avoir immédiatement une téléexpertise avec un spécialiste. Bon, voilà. Que dire de plus dans ce qui marche pas mal chez nous? J'ai avec un grand intérêt, j'ai entendu tout à l'heure les projets au Sénégal sur notamment les problèmes médicaux comme les problèmes de rétinopathie diabétique. J'ai bien suivi tous ces problèmes-là. J'ai écrit des sujets là-dessus.
Et là, je sais, j'ai connu, j'ai vu des startups qui avaient développé en collaboration avec des pays africains des applications qui permettaient loin des secteurs hospitaliers de pouvoir avec un simple smartphone faire des tas de choses, faire de la prévention, faire du diagnostic, etc. Et on a retrouvé, ça a été développé d'abord chez vous. Et j'ai cru savoir que par exemple dans les quartiers défavorisés new-yorkais, on a repris notamment, alors je ne sais plus si c'était pour la rétinopathie diabétique ou pour ce type de problème, Oui. on avait repris l'expérience qui avait été faite avec succès en Afrique et que nous autres pays ultra riches, etc., je parle des États-Unis notamment, ils étaient bien contents d'avoir un retour sur ce genre d'expérience. Voilà, merci, je m'arrête, sinon je te laisse la parole, sinon je ne m'arrêterai pas. Non, mais excellent. De toute façon, vous allez reprendre cette parole, Marc Soler. Merci beaucoup. En fait, la mauvaise nouvelle seulement dans ce que vous dites, c'est que le Sénégal est beaucoup en avance sur la France sur beaucoup de sujets et ça pourrait peut-être nous amener à dormir un peu sur nos avancées. Hein. Ibrahima Khaliloula Dia va sûrement y revenir. Bon, je taquine, je veux dire que évidemment, on est très fiers d'être devant la France sur beaucoup d'aspects, mais en même temps, on reste humble et on est conscient qu'il y a énormément de choses à mettre encore en place au Sénégal. Après vous, je donne la parole à Mohamed Diop de la CDP, mais avant, parce que Mohamed va parler de données personnelles, j'ai envie de passer d'abord par votre compatriote Gildas Vieira. Gildas Vieira qui nous fait également le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Bonsoir Gildas Vieira. Bonsoir Ousmane. Vous êtes basé en France, vous aussi. Soyez le bienvenu. Une petite présentation pour qu'on fasse un peu connaissance rapidement. Oui, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Non, du tout. Je n'oublie personne. Non, je plaisante. Oui, je suis Gildas Vieira, donc je suis docteur en santé publique et directeur général de la FRAPS. C'est une fédération régionale d'acteurs en promotion de la santé. Oui. Ce sont quand je dis acteurs, ce sont des structures type hôpital, association santé publique, oui. Mutualité française centre, etc., etc. Donc, on fait un travail assez intéressant sur le territoire, en tout cas sur le territoire de la région centre Val-de-Loire en France pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire les inégalités sociales en santé. Donc, l'idée de la e-santé, forcément, est d'actualité aujourd'hui avec la partie Covid qui nous oblige finalement à changer un peu nos manières de faire et peut-être aller encore plus vite sur ces questions de santé connectée. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité et j'ai écouté vraiment attentivement ce que vous avez dit avec grand intérêt forcément, Monsieur Soler, que je ne connais pas de visu, mais de nom forcément. Et donc, je suis ravi qu'il ait replanté le décor en revalorisant aussi l'Afrique sur ce que vous pouvez nous apporter et ce que vous faites aujourd'hui. Mais du coup, je vais plomber un petit peu l'ambiance en revenant sur des principes de réalité, puisque j'ai la chance de pouvoir faire un peu d'humanitaire avec une autre association qui s'appelle l'École de l'Espoir et de faire la Guinée notamment, le Sénégal aussi, et puis le Congo au niveau des pays avec lesquels on travaille sur le volet santé publique. On a beaucoup de choses qui se font au niveau des gouvernants, donc je vois bien qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Monsieur Khaliloula Dia nous a exposé des avancées et des choses importantes qui vont se faire. Mais moi, j'ai tendance à vivre auprès de la population et ce qui importe chez nous en santé publique, c'est vraiment de travailler à réduire les inégalités sociales en santé et donc travailler souvent pour pouvoir faire en sorte que le plus grand nombre, ceux qui ne bénéficient pas des soins et de la santé, puissent accéder à la santé et à la e-santé, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je discutais hier avec une compatriote sénégalaise, justement, qui me faisait dire que elle m'a posé juste une question, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la conférence de demain? Elle m'a dit, mais sincèrement, on a déjà du mal à être connecté.
avec nos smartphones pour vous entendre, pour vous parler et pour vous voir. Comment vous voulez qu'on puisse nous aller sur ces questions de santé quand on connaît les réalités locales, quand on sait que nos hôpitaux sont dans des conditions difficiles, quand on sait que même pour le paiement, en tout cas les transactions avec les différents médecins, si on utilisait la partie santé, ça serait très compliqué pour nous de pouvoir accéder à des soins ou à des consultations de base. Donc pour elle, on était encore très loin et que ça réduirait, non pas ça réduirait, mais ça creuserait encore un peu plus les inégalités. Aujourd'hui, en tout cas, à l'état actuel de nos sociétés africaines, où Internet n'est pas encore diffusé, où au niveau de nos hôpitaux, parfois il peut y avoir des coupures de courant à des périodes clés. Donc ça interroge la population et au-delà des discussions qu'on peut avoir d'intérêt entre nous, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre l'accent sur ce qui va intéresser le plus grand nombre en fait. C'est la faisabilité de tout ça lorsqu'on sait les difficultés, les réalités au niveau local. Et comme le disait Monsieur Soler, alors moi je vais encore aller plus loin, on a amorcé ces questions d'informatisation de dossiers patients numérisés dans les années 70. Donc, c'est encore plus loin cette amorce. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui met beaucoup de temps, il y a beaucoup de mentalité, il y a beaucoup de savoir-faire et il y a parfois des pandémies qui viennent au milieu de tout ça pour essayer de nous faire accélérer et pour pouvoir utiliser un peu plus encore les différents outils. Donc, forcément, il y a une question pratico-pratique pour nous et de réalité, mais il y a aussi l'amorce et le travail de plaidoyer en santé publique qu'on doit faire au niveau des gouvernants. Donc là, je tends un peu la pièce, au niveau de nos gouvernants, au niveau des médecins et de la population pour s'intéresser à tout ça. Et puis, la note positive que je disais donc à mon ami qui est au Sénégal, c'était de lui dire, écoute, on est en train de converser depuis 1 heure au téléphone. Ça veut dire quand même qu'en termes de connexion, certains, lorsqu'il s'agit de questions de santé, on peut peut-être avancer et faire des efforts les uns et les autres. Et on voit bien qu'on y va. Et l'idée de ce dialogue, enfin de cette conversation qu'on a aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir avancer sur ces questions. Mais bon, j'y reviendrai. Merci, merci beaucoup Gildas Vieira. On est très ravis de vous avoir, vous aussi, sur ce panel, évidemment, parce qu'on est conscient qu'il faut qu'on échange. On est dans un monde de plus en plus globalisé et de toute façon, on ne réinvente la roue que rarement. On s'inspire des autres, on s'auto-inspire, le monde étant ainsi fait. Merci à vous et merci encore une fois à Maria Garcia qui a facilité cette relation et qui suit en même temps ce panel. Mohamed Diop du Sénégal, membre de la commission des données personnelles où il est en charge de tout ce qui est contentieux, affaires juridiques. Un regard sur les données personnelles, les données justement des patients, Mohamed, parce que évidemment, on ne peut pas parler de e-santé en occultant cet aspect important des choses. Merci Ousmane de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde, Ibrahim Khalilullah particulièrement. Oui, actuellement au Sénégal, par rapport donc, à l'encadrement des données personnelles de manière générale et des données de santé de façon particulière, puisque le Sénégal s'est doté d'une législation depuis 2008 pour encadrer les traitements de données personnelles et même qui a instauré un régime juridique assez strict, je dirais, assez rigide pour tout ce qui est des traitements de données médicales. Oui. Aujourd'hui, donc, il y a énormément de défis déjà pour donc, le traitement de ces données médicales-là, sans pourtant parler de la santé numérique pour le moment. Parce que quand on regarde de plus près les exigences qui sont fixées par le cadre juridique, notamment les obligations d'assurer la sécurité et la confidentialité des données, quand par exemple on se rend auprès des établissements de santé pour voir de plus près comment ces données sont gérées, notamment les dossiers patients, les dossiers physiques, est-ce qu'il y a la confidentialité, est-ce qu'il y a les mesures de sécurité qui doivent être appliquées, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire donc, par rapport à la conformité à la législation sur la protection des données personnelles. Maintenant, les défis vont être
plus élevés, si je peux m'exprimer ainsi, lorsque maintenant cette santé est digitalisée ou bien est numérisée, avec l'utilisation voilà, des technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, Ibrahim Mohamed, pardon, est-ce que la CDP se prépare à ça? Parce qu'effectivement, vous le reconnaissez vous-même, quand on basculera dans le tout numérique, hein, sachant que ça n'existera pas le tout numérique, mais façon de parler pour coller un peu à l'air du temps, est-ce que la CDP ne risquerait pas d'être submergée? Est-ce que côté ressources humaines, vous vous préparez à ce monde-là, à cet avènement-là? Alors, il y a des choses. Déjà, il y a des initiatives qui existent actuellement au Sénégal, dans le cadre privé, ou même dans le cadre public. Par exemple, je pense tout à l'heure, quelqu'un a donné l'exemple avec la dématérialisation du système de santé au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Ah, oui, voilà, et même de l'hôpital de Ouakam. Oui. Donc là, CDP a été saisi dans ces cadres-là pour pouvoir apprécier la conformité des systèmes voilà, de santé, pour informatiser le parc de soins au niveau de l'hôpital. Il y a également des startups, Patient Pro que je salue là, qui est avec nous, qui nous avait également saisi pour, voilà, par rapport à sa conformité, par rapport à la proposition de solutions numériques dans le domaine de la santé. Vous avez raison, Ousmane, au regard de ces défis, il y aura beaucoup de travail pour la Commission de protection des données personnelles et l'occasion également de saluer la collaboration du ministère de la Santé qui nous associe également depuis même la rédaction de ce plan donc, stratégique sur la santé digitale pour nous permettre, nous, à notre niveau, de pouvoir voilà, donner les orientations nécessaires pour qu'il y ait une santé digitale au Sénégal qui est conforme avec la législation sur la protection des données personnelles. Même s'il y a des défis juridiques qui existent, parce que quand on parle tout à l'heure de dossiers patients numérisés ou bien de dossiers patients informatisés, les cadres juridiques qui encadrent ces dossiers patients informatisés n'existent pas encore. Et voilà, c'est un des projets dans le cadre de cette stratégie de santé digitale. Peut-être qu'Ibrahim y reviendra tout à l'heure, pour essayer de voir comment mettre en place ce dossier médical informatisé, quel est le cadre juridique à mettre en place, notamment quand il s'agit de partage de dossiers médicaux, quand il s'agit également du consentement des personnes. Est-ce qu'une personne peut, voilà, est-ce qu'on peut forcer à une personne de créer un dossier médical? Est-ce qu'il doit donner son consentement ou pas? Donc, énormément de choses qui doivent être prévues dans le cadre donc, juridique pour encadrer le dossier patient informatisé. Dernière question, la CDP travaille comment en mode fonctionnaire dans un bureau? Vous attendez qu'on vous soumette des dossiers ou vous le faites souvent à la façon police, gendarmerie, avec des descentes, disons, sur le terrain, à l'improviste pour surprendre un peu les acteurs et vérifier? Vous travaillez comment? Je dirais des deux façons, hein, puisque nous recevons les déclarations, les traitements sur des données personnelles, mais également nous contrôlons sur les sites qui servent de mise en œuvre de traitement de données. Donc, nous pouvons aller contrôler les responsables de traitement de données, qui soient donc du secteur de la banque, des opérateurs de télécommunications, même du secteur de la santé. Et même pour ce qui est du secteur de la santé, c'est un cadre de contrôle qui est très encadré, puisque nous ne pouvons pas y aller directement. Il faudrait que nous ayons l'accompagnement de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Parce qu'il s'agit de données de santé, nous ne sommes pas habilités à accéder à ces données de santé. La loi, ce que la loi prévoit, c'est de pouvoir être accompagné avec un médecin qui est désigné par l'Ordre des médecins. Merci, merci beaucoup, Mohamed Diop, de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal, la CDP. Retour vers Ibrahima Khalilullah. Ibrahima, les actions, on y est déjà. On parlait de temps 2018-2023. Est-ce qu'à force de prendre le temps qu'il faut, est-ce que nous ne sortirons pas déjà de cet horizon sans que des actions concrètes soient faites sur le terrain? Alors, merci beaucoup, hein. Merci Ousmane. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants qui ont été abordés, beaucoup d'aspects. C'est vrai aussi qu'il y a ce défi, depuis 2018 on est là, et puis depuis 2018 on n'a pas encore reçu en tout cas des financements significatifs pour démarrer. Il y a effectivement cette réalité qui se pose, mais je pense qu'il faut faire avec. Moi, j'ai toujours dit qu'on a un problème de maturité du numérique à la santé. Donc, il faut qu'on accepte, nous, de nous battre
pour encore expliquer les choses, pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, les gens en parlent, mais il y a beaucoup de problèmes de compréhension. Quand tu présentes, c'est très joli, c'est bien. Quand on se partage l'argent, on dit, mais ça peut attendre quoi. Maintenant que l'argent est dans la poche. Oh, voilà. Et on ne peut pas démarrer s'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut l'Internet. Je pense que Gildas Vieira l'a dit. Hein. Aujourd'hui, nous, on est en train de finaliser notre feuille de route triennale. Tu as vu qu'on avait un plan sur 5 ans. Maintenant, on parle de feuille de route triennale sur 3 ans. Pour ne pas rater les 5 ans. Tu vois. Alors, dans cette feuille de route, il y a 5 axes majeurs. Et l'un des axes porte sur les infrastructures. Ici, au niveau des hôpitaux de Dakar, ils ont des problèmes d'Internet. Déjà. Le minimum. Je l'ai dit ce matin au ministère de l'économie, j'ai dit à l'ADE. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui n'ont même pas d'ordinateur. Et on veut faire de la e-santé. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Je ne parle même pas des régions, même ici à Dakar. C'est pourquoi nous, dans le projet d'e-santé, comme j'ai dit, on a la vision, c'est bien, mais dans le projet lui-même, composé en tout cas des projets numériques, on a mis beaucoup d'argent sur ça, sur le renforcement en matière d'équipement, sur l'Internet. On a mis des ressources sur le câblage. On a mis des milliards sur ça, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de santé digitale. On a mis également des ressources sur la conduite du changement. Quelqu'un le disait, je pense que c'est grand Babacar. On a dit qu'il faut qu'on ait une stratégie de conduite du changement. Très clair, très bien écrit, avec un volet de communication, qu'il faut mettre en place et qu'il faut suivre. Docteur, excusez-moi, mais comment faire en sorte que la santé digitale soit un mot assez familier, assez habituel dans les écoles de formation, par exemple, parce que jusque-là, on vous écoute très bien, mais on a l'impression que vous vous arrêtez juste à un niveau supérieur en réalité. Comment faire, et Babacar en parlait tout à l'heure, en sorte que la santé digitale soit presque, disons, un mot qui revient très souvent dans la bouche des Sénégalais? Oui, c'est ça le grand défi. Le grand défi, il faut amener la santé digitale auprès de la population. Oui. Et c'est ça le grand défi. Elle n'est même pas encore, même au niveau des cliniques privées. Les gens, à peu près, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, mais ils ne savent même pas qu'il y a une solution. Ils ne peuvent même pas formuler. Et ça, il n'y a pas de procédure, comme il dit, il n'y a pas de manuel de procédure pour une clinique privée. Si moi, je veux me digitaliser, comment je fais? Mais je précise que tout ça, c'est connu. Hein? Tout ça, c'est connu, c'est écrit, c'est maîtrisé. Mais il y a 2 problèmes. Oui. On n'a pas le budget pour démarrer. Et on n'a pas les ressources humaines compétentes. Parce que la e-santé, ce n'est pas de l'informatique seulement, ce n'est pas de la médecine seulement. C'est une intersection. Il faut pouvoir comprendre l'informaticien et comprendre le médecin pour pouvoir, en tout cas, identifier les enjeux et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous, on sait ce qu'il faut faire. On le sait. Déjà, pour les écoles de formation, on a mis dans notre feuille de route que dans les écoles de formation, pour les infirmiers, il y a déjà un module TIC qu'il faudrait, en tout cas, retravailler et trouver pour qu'on puisse l'offrir correctement. Dans les UFR de médecine, on a demandé qu'il y ait un module d'informatique médicale. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Vraiment, une gouvernance plus forte. Oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut une gouvernance plus forte. Parce que là, e-santé, elle est hyper transversale. Il faut que nous connaissions les moyens de parler à toutes les autorités. En fait, c'est ça le problème. Oui, mais on a l'impression qu'en même temps, vous êtes trop passif. Évidemment, je ne demande pas à ce que vous ne soyez pas démocrate, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu passif avec des verbes. On a demandé à ce que... Mais est-ce que le Sénégal ne pourrait pas se dire, écoutez, nous prenons la sérieuse option de basculer dans la e-santé. Tous les acteurs qui veulent évoluer dans ce domaine n'ont qu'à intégrer les rangs, simplement, et avancer. Non? Mais tu sais, cette affaire, elle n'est pas ça. Moi, chaque fois ici, on me rappelle que nous, notre service s'appelle cellule. C'est une cellule. C'est une cellule. Donc, ce n'est pas une direction. Ce n'est pas une direction générale. Oui, mais sensibilisez vos patrons. C'est-à-dire que, en fait,
Mais je pense que l'espoir est permis, hein, parce que on a compris le problème et on a également le chef de l'État avec nous. Je vous dis, le chef de l'État a dit récemment qu'il va financer la santé. Mais il faut qu'on trace tout. S'il n'y a pas de traçage, lui, il ne donne pas son argent. Donc, oui, mais c'est ce que vous avez déjà fait avec votre stratégie. Oui, mais on gagne du temps. Non, en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit encore, le problème majeur, c'est deux choses. C'est des financements conséquents pour qu'on sécurise les données des patients, pour qu'on réglemente, pour qu'on équipe les structures, pour qu'on mette l'Internet. Ça, c'est de l'argent. Ça, je ne peux pas le créer, ça. Je le sais, mais ça, il faut que l'État dise, je mets tel nombre de milliards dans ça. À ce moment-là, on prend ceux qui doivent faire le job. Il faut le job. Deuxièmement, c'est le problème de la gouvernance. Il faut que dans les pays africains et dans les pays qu'il y ait, en France, ils ont fait une feuille de route. En France, ils ont créé une agence numérique de la santé. En France, ils ont créé une délégation ministérielle de la santé numérique. Et ils ont même supprimé des directions, dont celle sur l'information de santé. Ils l'ont mis dans les autres qui viennent de créer. Donc, tu vois que, et ça, quand tu es fonctionnaire, il y a des choses que toi, tu peux faire. Tu peux juste poser les diagnostics. C'est à l'autorité de prendre ces décisions-là. Tu ne comprends pas, hein? On sait tout. Tout ce qu'on dit, ça, on comprend. Merci, vraiment. On va aller très vite. Hein. Je demande à chacun d'aller très vite. D'ailleurs, il nous reste peu de temps. En même temps, c'est important qu'on s'attarde sur certains aspects. Et là, Babacar Fall, pour réagir un peu à ce qui a été déjà dit. Oui, bon, je vois que les enjeux sont très bien compris. C'est-à-dire qu'on comprend qu'avec la santé digitale, on va économiser beaucoup d'argent, on va avoir des patients qui seront mieux suivis, donc on pourra mettre plus l'emphase sur la médecine préventive, qui est vraiment le nerf de la guerre. Parce que si, par exemple, on s'occupe juste de la cure, ça veut dire qu'on est toujours en retard. Bon, voilà. Maintenant, moi, je regarde aussi les enjeux d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle ère. On prend le continent africain, on prend les autres continents, les autres grands groupes économiques. Chacun essaye de se positionner. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal, nous, on a des programmeurs, on a des experts qui sont dans le domaine. C'est très, très, très important pour l'État de comprendre que le fait de s'appuyer sur cette expertise nationale est d'une très, très, très grande importance. Parce que, je donne un exemple juste par rapport à la technologie. Quand vous avez un logiciel de santé, il y a ce qu'on appelle le workflow. C'est-à-dire que c'est un peu le circuit ou bien les mécanismes de fonctionnement, d'enchaînement des activités à l'intérieur du logiciel. Si c'est un logiciel qui est conçu en France, il va nécessairement suivre le modèle français, le partage du travail, la distribution du travail et autres. Ce qui est totalement différent de ce qu'on a au Sénégal ou en Afrique, disons, de façon générale, où on a beaucoup plus de multitasking, c'est-à-dire que les gens vont faire beaucoup de tâches et il n'y a pas autant de spécialisation. Donc, si par exemple, on a une incapacité de produire des logiciels locaux, on va être obligé de, disons, d'être ravitaillé ou bien d'être conditionné par des logiciels qui ont été conçus dans des zones ou bien dans des conditions qui sont totalement différentes des nôtres. Donc, ça veut dire que le gain qu'on allait avoir, on risque de ne jamais l'avoir. Pourquoi? Parce que chaque fois, pour exécuter une tâche, il va y avoir 2 ou 3 petites tâches qui ne sont pas nécessaires qu'on va être obligé de faire. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que la santé digitale, c'est beaucoup d'emplois. C'est beaucoup d'emplois. Et beaucoup d'emplois si, par exemple, on est producteur des systèmes. Et ça, ce sont des enjeux économiques. Ça veut dire que le Sénégal a la possibilité non seulement de produire un système pour le Sénégal, mais également de produire des systèmes pour les pays environnants. Donc, cet aspect économique qui est directement relié à la technologie, ça, il faudrait qu'il y ait une vision assez claire au niveau du ministère. Comment appuyer les structures locales?
Et pour cela, moi, je me dis, il faut qu'il y ait des projets concrets où, par exemple, il y a le financement de certaines structures de santé et que dans ce financement, qu'on ait les structures locales qui viennent en appui, comme par exemple ces structures locales ont tellement bien réagi durant la période Covid. Donc, cette réactivité numérique qui a été là, qui a été purement nationale, à ce moment-là, on ne peut pas aller demander à un autre pays de venir nous aider parce que chacun en a plein les bras. Donc, moi, je pense que cet aspect, disons, de l'entrepreneuriat numérique devrait être pris en compte pour viabiliser un peu cette vision de longévité ou bien de profitabilité de la e-santé. Merci Babacar. D'ailleurs, un peu vers la fin, Dr Ibrahima Khaliloula Dia nous dira que reste-t-il de cette initiative dans Covid-19 et comment le Sénégal peut capitaliser là-dessus. Nous qui faisons nos premiers pas, reconnaissons-le dans tout ce qui est santé numérique. Khadijatou Sakho, la parole à vous. Cette fois, je ne pose pas de questions, je n'oriente personne, bon, positivement au sens positif du terme. Allez-y, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? En fait, moi, je veux également dire qu'il faut également qu'on se donne les moyens de notre politique. Je pense que, comme l'a dit tantôt le docteur Dia, il y a des préalables pour la santé numérique. Si nous avons encore des problèmes d'électricité, des problèmes de connexion au Sénégal et dans nos structures de santé, je pense qu'il sera également très difficile d'aller vers la e-santé. Il y a également le relèvement institutionnel. Si nous voulons avoir une bonne stratégie, si nous voulons vraiment capitaliser et utiliser cette e-santé à notre faveur, il va falloir également que cette cellule, que les gens qui travaillent dans ce domaine, qui est nouveau pour nous, puissent avoir les moyens de notre politique, puissent avoir tous les moyens dont ils disposent pour pouvoir faire la santé numérique au Sénégal. Je pense qu'on ne peut pas avoir de santé numérique si nous n'avons pas d'Internet, si nous n'avons pas d'électricité dans les structures de santé. Il y a des agents de santé, moi qui parcours pratiquement tout le pays de temps à autre pour les besoins de mon travail. Je pense qu'on se rend compte que quand vous arrivez dans une localité, en tant que journaliste, si vous avez une connaissance dans le système de santé, il en profite pour vous emprunter votre ordinateur parce qu'il a besoin de remplir son rapport sur le DHS, parce qu'il a besoin de cette machine, parce que ne serait-ce que pour communiquer avec ses parents, il y a un réel problème d'abord dans le système qu'il faut régler avant d'aller vers la santé. Merci. Merci Khadijatou. Vous l'avez dit, donc des préalables évidents existent et bon, il faut évidemment les prendre en charge avant d'avancer. Lorsque nous redonnerons la parole à Dr Ibrahima Khaliloula Dia, nous lui demanderons également si le Sénégal pense un peu à la mutualisation de l'infrastructure. On en parle beaucoup avec l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, qui a un surplus de capacité au point où elle songe à en revendre sur le marché. Comment est-ce que l'ensemble des acteurs, aussi bien privés que publics, peuvent mutualiser leurs ressources pour une meilleure santé de nos populations? Avant Mohamed Diop, Marc Soler. Je crois on voit bien que les choses ne sont pas simples. Il ne suffit pas d'avoir des logiciels, il ne suffit pas, il faut. Le problème du financement et de la gouvernance, à mon avis, c'est le problème majeur. Oui. Rien ne se fait en un jour, et c'est vrai qu'il faut. Il y a les problèmes techniques, les problèmes de software et de software, et il y a le problème de l'acceptation par les médecins. C'est un petit peu ce qui a été dit depuis le début. Je crois qu'il faut beaucoup d'autorité. Je pense que le problème de la gouvernance est majeur, et c'est vrai qu'en France, on commence, et notre président d'ailleurs depuis quelques années a mis l'action un petit peu de créer des cellules, de créer des secrétariats d'État, etc. On a eu un secrétariat d'État au numérique, par exemple, lors de ce septennat. Donc, c'est la gouvernance. Sans des moyens, sans l'autorité, on ne fait rien. Croyez-vous que les médecins français se sont intéressés à l'informatisation? Non. La caisse primaire d'assurance maladie a donné des subventions, a obligé les médecins
il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 15 ans, à acheter des ordinateurs. Donc, les choses se font étape par étape. D'abord, il faut s'informatiser. Après, il faut avoir des systèmes, il faut avoir des bons logiciels. Après, il faut être connecté. Et effectivement, il faut avoir. Et après, il faut coordonner tout ça. Et c'est encore. On en est encore en France actuellement, comme je disais tout à l'heure, à la coordination des différents systèmes d'information. Bon, et je crois que en Afrique, vous avez tout intérêt. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'essuyer tous les plâtres qu'on a essuyés. Hein, je pense. Alors après, il y a effectivement le problème de concevoir soi-même les algorithmes ou les logiciels. Il y a un exemple extraordinaire. Le leader mondial en médecine de l'intelligence artificielle, c'est un terme que j'aime pas, hein, l'intelligence augmentée, c'est IBM. IBM, le système Watson, qui est un système extraordinaire d'intelligence augmentée pour gérer des dossiers médicaux complexes, pour faire des diagnostics, pour faire des suivis patients, pour faire, etc. Il a été conçu aux États-Unis. Et comme disait notre ami, le professeur de Corée du Sud qui l'utilisait, mais attention, nous en Corée du Sud, on n'a pas du tout la même façon de travailler. Le patient on n'a pas la même relation avec le patient. On ne peut pas utiliser comme ça. Donc il y a aussi ce problème c'est difficile d'exporter moi je vais pas vous dire, on a un truc formidable, on va vous l'envoyer et ça va rouler comme sur des roulettes. Et non, il faut que chaque pays prennent à bras le corps à la base alors je ne connais pas la situation au Sénégal, je pense qu'il y a des startups qui travaillent sur un certain nombre de choses, c'est sûr qu'on peut être influencé, on peut prendre ce qu'il y a de bien ailleurs et c'est nécessaire, mais il faut absolument pouvoir le faire selon la culture nationale, locale. Oui, merci. Gildas Vieira. Oui, donc il y a des choses qui ont été dites qui sont très importantes. Excusez-moi, je vais encore faire un pas de côté. On a tendance en Afrique à se dire que tout ce qui se fait en Europe est très bien et donc on le prend tel quel et on l'adapte. On l'a vu avec la démocratie dans certains pays où on prend quasiment la même constitution qu'en France et on se dit que ça va être très bien et on va pouvoir bien vivre ou vivre différemment. Et puis, il y a le poids européen et il y a le poids de l'économie. Alors, moi, je suis en santé publique et je vais mettre de côté toutes ces questions d'économie et d'adaptation et vraiment être sur nos réalités. On a fait un débat sur la e-santé. Ce qui m'intéressait sur la e-santé, c'était aussi de pouvoir savoir de quoi nous parlons, parce que la e-santé, c'est beaucoup de choses. On parle de télémédecine, vous avez cité toutes ces choses en télésurveillance, régulation médicale, etc., etc. Donc, ça recoupe un certain nombre de domaines, la e-santé. Moi, il y a quelque chose qui m'intéressait dans le côté pratico-pratique. Donc, on l'a dit, on a nos gouvernants qui peuvent travailler sur d'abord des éléments transversals qui peuvent permettre à ce que cette e-santé puisse avoir une certaine efficacité. Autrement, même les économies dont on parle, on ne les réalisera pas parce qu'on a installé la e-santé, tant qu'on n'a pas défini exactement de quoi on parle et qu'est-ce qui peut être efficace dans nos pays. On ne peut pas tout prendre et voir dans ces pays africains que tout est efficace par rapport à ce qui met en plus beaucoup de temps à se mettre en place au niveau de l'Europe. Donc pour moi, la véritable porte d'entrée et ce qui m'intéresserait, puisque je travaille beaucoup en promotion de la santé, donc sur le volet santé publique, c'est d'avoir la possibilité simplement de pouvoir communiquer avec des personnes pour travailler toute la partie prévention et promotion de la santé qui, pour moi, aujourd'hui est la base parce qu'on voit bien que lorsqu'on arrive aux soins et les difficultés qu'on a dans nos hôpitaux, c'est déjà trop tard. Donc, tout ce travail de fond, par contre, la télémédecine ou du moins la surveillance ou accompagnement me paraît très important et on a aujourd'hui déjà les moyens de le faire. Et s'il y a des investissements de masse à pouvoir faire auprès de la population la plus précaire, je parle encore des populations les plus précaires, et c'est malheureusement eux qui n'ont pas les moyens d'avoir le smartphone, l'ordinateur ou ce qui va leur permettre d'être connectés. C'est là-dessus qu'il va falloir qu'on accentue, à mon avis, l'effort pour permettre cette communication qu'on a aujourd'hui. Regardez, on est
de partout dans le monde finalement, et on arrive bien à communiquer parce qu'on a des moyens extraordinaires aujourd'hui, mais tout le monde n'en bénéficie pas. Et ce premier travail qui est pour moi la base pour pouvoir réduire les inégalités sociales en santé, il faut qu'on le mette en avant. Nos gouvernants vont prendre de jolis plans, vont mettre de jolies choses en place, mais qui ne sont pas réalisables dans l'état actuel de nos sociétés, de certains villages où j'ai été faire de la santé communautaire, où il n'y a pas grand monde qui a un portable, où le premier téléphone est à je ne sais combien de kilomètres, etc., etc. Donc, il y a ces principes de réalité pour moi à prendre d'abord en compte, ce qui n'exclut pas, et je ne suis pas naïf ni dupe, du volet économique, des startups et de tout ce qui peut nous permettre de pouvoir avoir des technologies bien avancées. Mais je veux vraiment travailler, moi, sur cette réduction des inégalités sociales qui touchent les plus précaires. Et pour pouvoir travailler là-dessus, dans cette transversalité qu'évoquait le docteur, je pense que nos gouvernements ont d'abord intérêt à pouvoir mettre un maximum d'énergie sur ces questions, aussi bien pour les médecins sur du aller vers que sur des méthodologies qui permettraient à chacun, dans certains quartiers, de pouvoir bénéficier d'un lieu qui leur permettrait d'être en contact avec un médecin ou un professionnel de santé plus largement, donc pas que les médecins, pour pouvoir travailler ces questions de santé communautaire, de problématiques de santé ou de questionnements que certains se posent, toutes ces questions mère-enfant et maternité qui nous concernent au plus haut point. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye déjà d'adapter l'e-santé à nos propres réflexions et aux réalités du territoire et du terrain. Après, une fois qu'on aura avancé, il sera bien plus facile de pouvoir se servir des avancées de l'Europe pour pouvoir benchmarker, comme on dit, les bonnes idées et les adapter. Merci, merci beaucoup Gildas Vieira. Mohamed Diop de la CDP. Merci Ousmane. Bon, j'ai écouté, moi j'interviens surtout sur la partie juridique et encadrement, mais ce que je retiens le plus dans les discussions, il y a les 3 C et j'ajouterai un 4e C. Il y a la question de la conduite du changement, il y a la question de la connectivité, il y a la question de la contextualisation. Je vais ajouter le dernier C qui est la confiance. Il y a la confiance donc pour l'utilisation de ces systèmes de santé, parce que si moi je suis patient, voilà, on me propose de mettre en place un système digitalisé ou bien numérisé sans pour autant qu'il y ait la confiance des utilisateurs, la confiance donc, de ces patients, ça pose problème. Donc d'où l'importance de revoir le cadre juridique qui va encadrer donc, tout ce système de digitalisation du secteur de la santé, notamment par rapport aux droits des personnes, par rapport donc, à l'utilisation de certaines technologies. Bon, tout à l'heure, on parle peut-être d'intelligence artificielle ou bien d'intelligence augmentée, avec également l'Internet des objets et autres. Parce que comme on le sait actuellement, avec l'existence du quantified self, c'est-à-dire des objets connectés qui nous permettent de faire la mesure, etc., on les utilise donc, pour pouvoir mesurer, avoir des, bon, je parle sous le contrôle d'un chirurgien, d'un médecin, avoir les constantes et autres, mais sans pour autant derrière savoir quels sont les risques par rapport à nos droits. Donc je pense que cette question de la confiance est très importante qu'il faudra prendre en compte. Merci. Oui, on sait que les données personnelles évoluent également. Ailleurs, on parle de RGPD. Nous n'avons pas encore notre RGPD à l'africaine chez nous, sur le continent. Mais est-ce que l'explosion des données médicales devrait amener la CDP à se doter de plus de compétences? Ou bien c'est, disons, du ressort toujours de la CDP? Vous n'êtes pas dépassé, non? J'avoue qu'en termes de ressources humaines, il en manque parce que la mission elle est énorme. Je donne juste l'exemple de certains pays de certaines commissions qui sont voilà, les concepts de la CDP. Quand vous voyez les effectifs qui tournent autour de 200 à 300 personnes, au niveau de la CDP, l'effectif voilà, maximum tourne autour de 30 personnes. Quand on regarde de plus près ceux qui ont en charge la partie juridique, on n'est pas voilà, 5 au maximum, la partie technique, sécurité et tout, donc il y a 3 personnes au maximum. Donc pour dire que voilà, il y a vraiment ce besoin en termes d'effectifs, en termes de ressources humaines qualifiées, et voilà, au fait de ces questions-là. Maintenant, au niveau africain, c'est vrai, il y a le RGPD qui existe au niveau de l'Union européenne, mais au niveau africain, avec la Convention de Malabo sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles, qui pose un cadre général de protection des données personnelles, qui, je dirais, qui n'est pas encore entré en vigueur parce qu'il n'y a pas encore le nombre de signatures, le nombre de ratifications pour que cette convention puisse entrer en vigueur. Mais ce que l'on constate, c'est que cette convention est en train d'être dépassée parce que, bon, pour un texte qui date de 2014 à 2021, 7 ans déjà, pour le secteur de la technologie, des technologies de l'information et de la communication, ça va très vite. Donc, si on n'actualise pas très vite les textes, on est peut-être largué, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a un effort actuellement d'harmonisation des textes qui existent au niveau africain, au niveau des pays, au niveau des autorités de protection de la personnelle à travers la coopération. Et cette question de la santé revient le plus souvent, puisque il y a des enjeux qui sont liés à la recherche médicale, etc. Oui. Voilà, comme vous le savez, avec le contexte de la COVID, il y a énormément de recherches médicales qui se font au niveau du Sénégal même. Oui. Souvent, la CDP est interpellée pour pouvoir donner son avis par rapport à la recherche médicale et l'encadrement des données personnelles. Merci Ibrahima Khaliloula Dia du ministère de la Santé. La mutualisation de l'infrastructure, elle apparaît plus qu'importante pour des structures qui n'ont pas de moyens infinis. Alors, je sais que vous travaillez avec l'Agence de l'informatique de l'État, mais au-delà, quel cadre justement pour mettre en marche cette mutualisation de l'infrastructure? Il y a des institutions qui sont énormément outillés aujourd'hui. Je pense à l'ADIE, à Sénélec et d'autres qui n'en ont pas comme vous. Alors, on doit faire quoi et on doit le faire dans quel cadre? Rapidement, Ibrahima, on est à la fin de ce panel et je dois donner la parole à vos co-panélistes aussi. Alors, c'est une bonne question, hein, mais qui n'est pas très simple. Sur l'ADIE, on dit que l'ADIE a les moyens. OK, a les moyens, mais nous ne sommes pas connectés. Ils font des efforts. Il y a des hôpitaux qui sont connectés. Je donne l'exemple d'un hôpital régional qui avait un bon débit de l'ADIE et qui l'a perdu parce qu'entre-temps, l'ADIE a connecté des caméras de la police. Donc, nous, on a perdu de la qualité parce que l'ADIE est un service public. Ce n'est pas seulement pour nous la santé. Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire simple, quoi. C'est pourquoi nous, dans notre feuille de route, pour le volet Internet, on a décidé pour les 3 ans de privilégier les opérateurs de télécommunications. Nous allons signer une convention commune avec les 4 opérateurs pour une baisse, pour pouvoir assurer l'Internet correctement. Parce que l'ADIE n'est pas encore en mesure. Peut-être au bout des 3 ans, l'ADIE sera suffisamment forte pour pouvoir nous appuyer. Pour maintenant l'hébergement des données, OK, l'ADIE c'est bon, mais avec la montée de la charge, est-ce que l'ADIE va tenir? Mais on a le tiers 3 qui est en finalisation. Oui. Si le tiers 3 est bon, si le PTN a son data center, OK pour l'hébergement, il n'y a pas de problème. Donc cette question de ressources-là, elle est un peu relative, quoi. L'ADIE n'a pas autant de moyens qu'on pense, quoi. Oui, Ibrahima, mais tout cela va demander un cadre de concertation. Vous ne pouvez pas mettre en marche votre voiture, faire le tour de Dakar pour voir l'ADIE d'un côté, le PTN de l'autre. Il faut un cadre juridique pour organiser tout cela. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas une vue complète de ce que nous allons mettre dans la loi santé digitale et dans les décrets. On pourra réfléchir sur tous les gaps qui existent et pouvoir les combler. En plus de ça aussi, on a prévu un comité de pilotage et un comité technique où il y aura l'ADIE, où il y aura les autres acteurs pour discuter de cette question-là, pour voir comment quand même les gens pourront appuyer la santé. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que le chef de l'État nous attend qu'on lui envoie en tout cas les documents sur le nouveau plan d'investissement sur les 5 ans, qui a une partie santé digitale. Nous comptons beaucoup sur ça, parce que le président va organiser un conseil présidentiel sur cette question et nous comptons ce jour-là. Il va prendre des décisions fortes pour la e-santé. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver réellement, parce qu'à ce moment-là, il pourra valider ce que nous avons mis, les 30 milliards de francs CFA qu'on a inscrits, il pourra les valider, et il pourra également dire on relève ou pas le statut de la cellule. À ce moment-là, on pourra vraiment aller beaucoup plus vite et pouvoir avoir les moyens et atteindre les objectifs qui sont fixés. Parce que certes, c'est compliqué, mais c'est facile aussi, hein, parce qu'on connaît ce qu'il faut, on est formé. Oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je sais ce qu'il faut faire, mais il faut juste connaître les moyens pour pouvoir le faire, c'est tout. Merci, merci Ibrahima Khaliloula Dia, qui est le patron de la cellule digitale
au ministère de la Santé du Sénégal. On l'a compris, hein, le Sénégal ne manque pas de ressources là-dessus, en tout cas pas de ressources humaines. Ce qu'il faut, c'est mettre des moyens conséquents. Et vous le dites, on peut se réjouir de la énième sortie du chef de l'État sur le sujet. C'est que la santé digitale, tout comme la transformation digitale, font partie de ces thématiques de prédilection. Après vous, la parole à El Hadj Babacar Fall. Babacar, sur cette mutualisation de l'infrastructure, on doit faire comment? Parce qu'évidemment, on n'a pas de ressources à revendre, comme on dit, il nous en manque. Bon, je pense que M. Dial a quand même assez bien signalé, c'est le manque de moyens. Mais moi, je pense que le manque de moyens, c'est aussi une question de méthodologie. Parce que quand, par exemple, on construit un hôpital, on regarde, il y a des éléments qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. Si on donne l'importance qu'il faut à l'information, on va comprendre que le fait d'avoir des infrastructures telles qu'un ordinateur, le câblage et autres, ça va réduire énormément de charges, disons, de travail par rapport à la maintenance de l'information. Donc, c'est une question de méthodologie. Maintenant, comme on est avec les anciennes méthodes, qu'est-ce qui se passe? On analyse en voyant tout ce qui est informatique, tout ce qui est numérique comme, disons, des dépenses. Alors que ce sont des investissements qui devraient permettre de faire tourner, disons, la machine beaucoup mieux. C'est comme, par exemple, le fait d'avoir un système de réfrigération, oui. Quand, par exemple, on a dans un hôpital, ça, il n'y a pas de question. Par exemple, les vaccins et autres, où est-ce qu'on va pouvoir les garder? Si, par exemple, il y a des échantillons au niveau des laboratoires, ça, c'est obligatoire. Mais l'information est aussi importante que ça. Parce que si on fait ces analyses, on a tous ces résultats et qu'après, c'est dans les papiers qui sont totalement perdus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est tout l'investissement qu'on perd. Maintenant, si on fait une autre analyse, une analyse où on positionne l'importance de l'information dans la structure, à ce moment-là, on va voir que ce sont des dépenses qui sont obligatoires. Et l'État, par exemple, avec l'ADIE ou bien avec les structures de télécommunications, peut avoir un projet qui fait que l'acquisition au niveau des structures de santé soit allégée. Ça, c'est un programme national. Ça, je veux dire que ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ce qu'il faut, c'est une volonté. C'est de se dire que d'abord, premièrement, il faut un peu, disons, la locomotive. Il faut avoir le matériel, l'infrastructure. C'est ça, la locomotive. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a absolument rien qui va aller. Il n'y a rien qui décolle. Maintenant, comment amener cette locomotive? Il faut alléger les charges. Et c'est là où l'État peut intervenir, que ce soit les charges d'Internet, que ce soit l'acquisition du matériel, que ce soit aussi le câblage. Et ça doit être un programme national où on privilégie le secteur de la santé. Merci beaucoup Babacar Fall, El Hadj Babacar Fall, CEO de Patient Pro, qui est un cabinet spécialisé dans l'informatique médicale. Merci à vous. Je passe à présent la parole à Khadijatou Sakho, qu'on a moins entendu. Je viens vers vous après Gildas Viera et Mohamed Diop et évidemment les autres panélistes qui n'ont pas encore pris la parole pour ce troisième tour de table. Khadijatou. Oui, alors on parlait un peu de perspective. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être mis en place pour qu'on avance? Parce qu'on ne manque pas de théorie, on ne manque pas peut-être de bonnes intentions, de volonté aussi. Alors, ça doit être quoi les axes principaux pour qu'on avance? Moi, je pense que c'est d'abord là, je pense que le chef de l'État en a parlé récemment, mais également, il faut encore de la volonté politique. Parce que ce que la COVID nous a encore appris, c'est qu'il va falloir qu'on utilise davantage les technologies. Il va falloir qu'on utilise les technologies dans la vie de tous les jours. On a assisté au télétravail, au téléenseignement.
nos enfants étaient à la maison et on était en train de leur apprendre comment écrire son nom, comment aller sur Zoom, comment suivre son cours. Je pense qu'il y a encore de la volonté et chacun doit y mettre du sien. C'est vrai qu'il y a l'infrastructure, il y a les préalables, il y a l'électricité, il y a l'Internet qu'il faut avoir dans les structures de santé. Il y a ces préalables qu'il faut, mais également plus et encore de la volonté politique. Parce que je pense que si les autorités s'y mettent, si vraiment il y a une forte volonté politique, les choses peuvent aller évoluer. Merci. Mais quand même, les choses vont prendre du temps quand même, parce que ce n'est pas simple. Oui, merci. Merci beaucoup, Khadijatou Sakho, oui, secrétaire général de l'Association des journalistes spécialisés en santé. Et on se félicite également de la présence parmi nous d'Alassane Cissé, qui en est le président, tout comme de Kourasek, Maria Garcia et Sira Djouba, qui suivent également ce panel. On n'oublie pas évidemment tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Alors, quelques dernières prises de parole avant la fin de ce panel, et non pas de la problématique, parce qu'évidemment, on se retrouvera, Inch'Allah, en d'autres occasions pour en parler. Gildas Vieira d'abord. Oui, moi je vais faire une proposition en fait. Allez-y. La promotion de la santé est définie comme un processus qui confère aux populations les moyens d'être acteurs de sa propre santé et de l'améliorer. L'idée pour nous, c'est de rendre la population acteur de sa propre santé. Dans nos pays, on connaît les difficultés et on va se parler en principe de réalité. Donc, quand je dis dans nos pays, j'ai la chance d'avoir 2 pays. Donc, je peux parler de la France et je suis d'origine congolaise, donc du Congo. Et comme je fais pas mal d'actions dans d'autres pays, dont au Sénégal, je peux parler de nos pays quand je parle des deux. Mais dans nos pays africains, on sait qu'il y a un principe de réalité, c'est que ce n'est pas demain que tous les foyers auront Internet, l'électricité, le courant, enfin tout ce qui nous permet d'être connectés aujourd'hui. Donc, ce qu'on a proposé et ce sur quoi on travaille souvent quand on va en Afrique, c'est de pouvoir identifier des personnes relais quand on travaille en santé communautaire dans les quartiers ou des centres de santé qui permettent, lorsqu'il y a une personne en difficulté, de ne pas attendre des heures pour qu'il se retrouve à l'hôpital et quand il n'a pas d'argent, malheureusement qu'il décède ou qu'il soit dans des conditions encore plus terribles, c'est de pouvoir identifier des personnes ressources dans les quartiers. Mais sur le volet e-santé, ce qui pourrait être assez simple et pas très coûteux et que c'est un principe de réalité que les gouvernants africains pourraient faire, c'est de mettre en place dans ces quartiers, non pas une personne ressource, comme on le fait, mais un établissement ressource où on trouverait des éléments connectés. Dans ces quartiers, dans ces lieux ressources, les personnes qui sont en difficulté ou qui pourraient être connectées avec des médecins ou d'autres personnes sauront qu'ils ont un lieu de connexion où ils peuvent se rendre, à défaut de connecter toutes les personnes. On peut savoir que dans ce lieu, il y a la possibilité d'avoir des groupes électrogènes, d'avoir, si jamais il n'y avait plus d'électricité, en tout cas s'il y en a, tant mieux, mais que ce soit dans nos villes, dans les grandes villes ou dans les petits villages, s'il y a un grand plan à pouvoir mettre en place pour avoir ces éléments connectés, permettre à travers ces centres d'avoir non pas seulement des professionnels de santé qui puissent s'impliquer et donc que ces professionnels de santé soient sur site ou en Europe, comme nous autres, parce qu'on a la possibilité de donner parfois des cours à des étudiants en Afrique, et ça c'est plutôt bien, parce qu'on se sert là aussi de la promotion de la santé, parce que l'idée c'est de faire avancer en compétences des jeunes et moins jeunes qui vont faire avancer la population. Ça se fait. Et donc pouvoir donner les moyens, que l'État puisse donner les moyens de pouvoir avoir ces petits centres, ou ces centres, non pas des centres de santé classiques, mais des centres de santé connectés qui permettront à tout un arrondissement ou tout un panel de population de se dire qu'il y a au moins un lieu où ils peuvent avoir à coût restreint ou à moindre coût un endroit où on puisse travailler sur ces questions de connexion. Dans un premier temps, à défaut de ces grands plans qu'on envisage et qui peuvent prendre des années, je trouve que ça serait déjà un bon début. Merci beaucoup, docteur. Désolé d'aller un peu trop vite. On est à la fin de ce panel. Merci pour la compréhension. Après vous,
Je donne la parole à Babacar Mohamed Diop. Je ne sais pas pourquoi je parle de Babacar, hein. Peut-être que parce que Babacar Fall est là. Mohamed Diop, la CDP. En quelques secondes, rapidement, Mohamed, pour conclure. Oui, pour conclure, pour dire que voilà, la CDP suit de très près donc tout ce qui est digitalisation et voilà donc le secteur de la santé avec le ministère. Oui. Et nous sommes donc voilà, donc nous collaborons avec les services du ministère de la santé et que la CDP voilà jouera son rôle pour accompagner afin donc de protéger les droits des individus tels que voilà prévu par la loi. Merci, Mohamed. Marc Soler, en France. Oui, le débat est vraiment extrêmement riche. Moi, je donnerai ma petite conclusion parce que pour moi, finalement, l'avenir des systèmes de santé, c'est quoi? Et on est très bien placé pour en parler en France parce qu'on est très mauvais, notamment dans le domaine de la prévention. Vous savez qu'en France, on est une des nations, dans les 5 ou 6 nations au monde où on vit le plus vieux. Mais vous avez des pays nordiques où on vit vieux en bonne santé 10 années de plus qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on vit pour un homme près de 80 ans, mais à 70 ans, en moyenne, on n'est pas en bonne santé. Donc, on vit vieux, mais avec un diabète qui vous handicape. L'avenir, donc, des systèmes de santé, c'est de déployer la prévention. C'est le point, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le point fort de la e-santé. C'est facile de faire de la prévention et c'est pas cher de faire de la prévention avec la e-santé. Donc moi je crois qu'il faut notamment dans les pays où l'infrastructure médicale est faible, oui. Il faut plutôt que de soigner, il faut éviter de tomber malade. Et donc je pense que ça c'est une des choses principales que peuvent apporter les progrès des nouvelles techniques d'information, de communication en santé connectée. Voilà. Merci Marc Soler. Alors Ibrahima Khaluladia, un mot, la conclusion. Alors moi je voulais juste vous remercier tous. Ce webinaire-là, en tout cas, a été pour nous une occasion de nous enrichir, de nous évaluer, de voir le chemin encore qu'il faut parcourir. Nous avons beaucoup appris de ce qui est en train d'être fait par Marc Soler en France. Les remarques pertinentes de Gilles Das, hein, qui nous rappelle, les gars, soignez, mais n'oubliez pas la prévention. Et je sais que ça aussi, je tiens compte de ça, parce que souvent on nous dit, les gars, arrêtez de nous fatiguer avec la télémédecine pour soigner. Faites la télémédecine pour que les gens ne tombent pas malades. Donc, c'est revenu ici et j'ai bien noté ce point-là. Et je pense qu'il ne faut pas. Et puis, c'est simple, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas lourd comme de la téléchirurgie, des choses simples que nous pouvons faire. Je pense que ça, quand même, c'est un point positif. Vraiment, Ousmane, vous remercier parce que ce que je dis toujours, tout ce que vous faites là, e-santé, vous le faites pour le ministère de la Santé. Parce que tout à l'heure, le grand Babacar parlait de la promotion de la santé digitale. Et ça que vous êtes en train de faire. Parce que ceux qui sont en train de suivre vont être informés et vont comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, moi, vraiment, je vous remercie pour ça. Je remercie également Mohamed pour cette collaboration. On travaille vraiment ensemble sur ces questions. Donc, je remercie tout le monde. J'espère qu'on va garder les contacts et pouvoir peut-être se retrouver bientôt pour d'autres occasions. Ousmane, je vous remercie. Je remercie également tout le monde. Merci. Je ferai la mise en relation entre tous les panélistes. Hein. C'est l'un des objectifs de cette série. Merci à tout le monde. J'étais très ravi de vous accueillir chez moi. Elhaj Babacar Fall, basé à Los Angeles, en Amérique, hein, qui se réveille très tôt. Il est 7h, bientôt 8h en Amérique et malgré tout, il se fait violence pour partager avec nous le temps d'une après-midi. Gilles Das Vieira, qui est médecin, docteur, en santé publique, basé en France, de même que Marc Soler, qui est chirurgien et qui fait partie de l'un des premiers acteurs à s'être impliqué dans la santé numérique en France. Khadijatou Sakho, qui est la secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé au Sénégal. On aurait tellement ajouté santé digitale, mais heureusement, il nous a rassurés, de même que son président. L'organisation est très en avance dans tout ce qui est santé numérique. Ibrahima Khaluladia, qui a représenté le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal en charge de la cellule digitale. Et puis, nous avons également eu dans ce panel Mohamed Diop, qui est le monsieur juriste, de la Commission de protection des données personnelles, le monsieur contentieux et affaires juridiques, un poste précédemment occupé par notre ami et frère et collaborateur, professeur
professeur Niane, que l'on remercie également au passage. Merci infiniment à tout le monde. J'espère n'avoir oublié personne, comme on dit au Sénégal. Plaisir, évidemment, de prolonger cette discussion en d'autres occasions parce que, évidemment, on a conclu, mais on sait très bien que la science évolue, qu'il n'y a jamais de conclusion. Merci à tout le monde. Ce webinaire fera l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée. Ibrahima, le fin mot de la fin, c'est juste pour nous dire bye bye. Allez, merci à tout le monde. J'étais très ravi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Mercredi prochain, nous serons... je parlais de 17 depuis tout à l'heure parce qu'on est le 10, mais je me projette tellement sur le mercredi parce qu'on aura un panel qui va parler spécialement d'investissement dans le secteur des startups au Sénégal. On parle beaucoup d'investissement, mais on se soucie peu de l'impact de cet énorme argent sur le business de nos startups. On en parle mercredi, Inch'Allah, 17 novembre, 17 février 2021, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci. Allez, merci.